Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai changé de décor, je me suis mis de l'autre côté de la pièce puisque c'est aujourd'hui on est lundi à Lyon, il fait très nuageux donc la lumière est pas géniale. Ça reste assez sombre mais c'est quand même plus éclairé que là où je tourne habituellement. Aujourd'hui je reviens pour vous faire un petit update lecture. J'ai 5 livres à vous présenter, je crois, j'espère que j'en ai pas oublié, dont 3 qui sont lus et 2 qui sont en cours. Donc la dernière fois ça remonte au 5 août. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas lu énormément. Alors, la dernière fois je vous laissais avec Xénome de Nicolas Deban aux éditions de L'Homme sans nom. Je lisais ce livre en compagnie de Caroline du blog Caro Livre et d'Elodie du blog Les Confidences de Miss Elodie. Donc on a fait une lecture commune. J'avais lu un tiers, il me semble, du livre quand je vous en parlais la dernière fois et ça me plaisait. J'étais même très curieuse de lire la suite. Alors verdict, puisque évidemment on l'a terminé depuis la dernière fois, on a toutes les trois beaucoup aimé, on a été prises toutes les trois dans l'histoire. Les pages se tournaient très facilement, très rapidement, c'est vraiment le point positif je pense de ce livre. J'avais lu l'autre œuvre de Nicolas Deban, en tout cas le premier tome de son diptyque Illuvendan, qu'il avait écrit à quatre mains avec un de ses amis, je me souviens plus du nom. J'ai lu que le premier tome sur les deux, d'ailleurs j'ai le deuxième dans la bibliothèque, il faut que je le lise. Et même si j'avais bien aimé cette introduction à un monde de fantaisie, j'avais eu peut-être un petit peu plus de mal avec l'écriture. Ça restait fluide, mais on sent quand même qu'il y avait deux personnes derrière et l'écriture à quatre mains c'est pas forcément très évident. Là pour le coup, je sais pas si c'est du fait que l'auteur soit tout seul ou s'il y a vraiment une progression dans son style, mais en tout cas c'est hyper agréable à lire. J'avais peur que ce soit un petit peu indigeste puisqu'on parle quand même des gènes, de génétique. J'avais peur que ce soit un petit peu trop scientifique pour moi, qu'il y ait beaucoup de descriptions, que je sois perdue, que ça soit de la science-fiction un peu compliquée. Et en fait, pas du tout, ça glisse vraiment tout seul. Et je pense que Caroline et Elodie sont d'accord avec moi, on en a parlé toutes les trois par mail. On était vraiment très surprises, agréablement surprises par le style. Voilà, donc c'est l'histoire de quoi? Je vous le redis très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. C'est l'histoire de Yann, un trentenaire qui se réveille au Louvre, un petit peu comme dans Matrix, ces adultes qui se réveillent branchés de partout, nus, et qui ne savent pas du tout qui ils sont. Là c'est pareil, il ne sait même pas comment il s'appelle à la base, c'est la personne qui va le trouver et le recueillir, qui va le baptiser Yann. Donc c'est un homme qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas d'où il vient, pourquoi il est là, etc. Donc au fil des pages, on va découvrir pourquoi il est là, qui l'a créé, puisqu'on va comprendre que c'est une création, puisque dans ce monde futuriste, dans ce Paris futuriste, les gens, les humains, les hommes jouent avec la génétique pour créer des humains parfaits, enfin en tout cas pour assembler les gènes de la meilleure façon possible. Donc on va comprendre ça petit à petit en même temps que Yann, c'est l'avantage de cet ouvrage-là, c'est l'avantage des héros amnésiques, puisque quand ils nous racontent leur histoire, on découvre tout à travers leurs yeux, un petit peu comme si on était amnésiques nous aussi, et ça c'est assez sympa d'avoir un personnage qui réapprend tout comme nous on apprend tout. Il y a plusieurs mini-intrigues qui tournent autour de cette intrigue de quête d'identité. On va voir que tout est relié à Yann, qu'il fait partie qu'il est une pièce d'un puzzle un peu plus gros que ça, qui tourne autour, je ne peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais ça tourne autour de la génétique. Il va y avoir une réflexion sur l'art, jusqu'où on peut aller pour dire que c'est de l'art, une réflexion sur la société futuriste, qui pourrait très bien être la nôtre dans quelques dizaines, centaines d'années. Il y a une espèce d'internet global qui relie tous les humains entre eux. En fait, on a juste à aller sur ce qui s'appelle le websoc et on sait tout de la personne à qui on parle. Par exemple, imaginez que vous rencontrez quelqu'un dans la rue. Tout de suite, vous faites une recherche sur le websoc et là, vous avez une espèce d'écran qui s'affiche devant vos yeux et qui vous dit cette personne s'appelle machin, machin c'est le fils de truc, il fait ça dans la vie. Voilà, c'est comme si vous aviez un Facebook ultra
référencé et que vous y aviez accès à tous les moments de votre vie. Donc tous les humains sont surveillés. Et j'aime bien aimer aussi cette réflexion un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut devenir avec tout ce côté hyper connecté. Voilà, c'est un peu brouillon ce que je vous raconte, mais je ne veux pas trop vous en dire pour pas vous gâcher la surprise. Je peux juste vous conseiller de découvrir ce livre qui se lit vraiment très très bien. Il y a pas mal de révélations. Les chapitres sont courts, donc on en lit un, et puis encore un autre, et puis encore un autre. Vraiment, ça passe très très bien. C'est une très très bonne surprise. Et j'ajouterais même que l'univers développé est tellement intéressant et tellement riche que ça ne m'étonnerait pas qu'un autre tome, entre guillemets, soit écrit dans cet univers-là. En tout cas, je ne sais pas si c'est dans les projets de l'auteur, mais c'est un contexte, un univers qui s'y prêterait bien, puisque si vous le lisez, vous le verrez, dans les dernières pages, on a énormément de révélations, on a plein de choses qui sont révélées au héros, donc à Yann, et qui nous sont révélées à nous aussi. Et ça met en avant plein de choses, ça questionne encore plus sur beaucoup de choses, et je me dis que ça serait vraiment, à mon avis, une bonne idée d'écrire d'autres livres dans ce contexte-là, qui vraiment a beaucoup de choses à nous dire, je pense. En parallèle de cette lecture commune, comme on devait s'attendre entre nous pour commencer les parties suivantes, j'ai pris un petit polar d'Agatha Christie, j'ai lu 5h25. Moi j'ai l'édition du Masque en papier, mais je l'ai lu sur ma liseuse en fait, puisque j'étais en vacances et que j'avais pas toute ma bibliothèque sur moi, et il faisait partie de ma liseuse, donc je l'ai lu sur ma liseuse. Alors 5h25, c'est un petit polar d'Agatha Christie, ça se lit très vite comme d'habitude avec Agatha Christie, c'est très divertissant, mais même si j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est quand même un de ceux que j'ai le moins aimé dans ceux que j'ai lus d'Agatha Christie. J'ai dû en lire 5 ou 6 depuis quelques années, j'en ai encore beaucoup à découvrir, elle était très prolixe comme auteur. Et là, même si l'enquête est très bien menée, même si, comme je vous le dis, c'est fluide, c'est divertissant, on tourne les pages, on a envie de savoir qui est le coupable, j'ai quand même été moins surprise par la révélation du coupable, par l'explication, par le mobile du meurtre, et puis surtout par les liens qui existent entre tous les personnages, puisque c'est un petit peu la particularité d'Agatha Christie, c'est qu'elle nous met en huis clos un bon nombre de personnages. Alors au début on a l'impression qu'ils n'ont aucun rapport les uns avec les autres, et en fait c'est tout entremêlé, il y a plein de mini-intrigues. En fait on se rend compte que tous les personnages sont un peu prémêlés les uns aux autres par des chemins très détournés, et c'est mon petit plaisir quand je lis un Agatha Christie d'arriver à la fin et de découvrir que machin en fait c'est le beau-frère de trucs, qui se sont rencontrés dans tel pays, qu'ils ont fait les 400 coups ensemble, enfin voilà, il y a plein de petits trucs, et là pour le coup il y a un petit peu de ça mais moins. J'ai trouvé que c'était moins entremêlé, moins imbriqué, moins complexe en fait, et c'est ça qui m'a un petit peu déçue. Alors pour vous raconter un petit peu l'histoire quand même, ça se passe en Angleterre, ça se passe lors d'un hiver très froid, très neigeux, donc ça c'était cool parce qu'il faisait très très chaud chez mes parents. J'étais très contente de lire un livre qui se passait dans le grand froid. Pour vous poser les bases, on a un homme riche qui s'appelle Trevelyan, quelque chose comme ça, qui en fait est propriétaire d'un énorme manoir et d'un domaine sur lequel il y a plusieurs cottages, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, petites maisons, qu'il va louer à différentes personnes, et il va également louer le manoir dans lequel il habitait à deux femmes qui arrivent d'Afrique du Sud, la mère et sa fille, et lui il va aller vivre à plusieurs miles de là, dans une autre maison qui lui appartient ou qu'il loue, je ne sais plus. Bref, l'histoire commence alors que tous les locataires se rassemblent dans le manoir où vivent les deux femmes, et ils vont passer l'après-midi, me semble-t-il, oui c'est l'après-midi bien sûr, autour d'une table. Ils vont faire tourner les tables, c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'ils vont appeler les esprits, et en fait la table va révéler que le capitaine, je crois, Trevelyan, donc le propriétaire, qui n'est pas là à ce moment-là, va mourir à 5h25, d'où le titre du livre.
Donc un de ses amis très cher, son meilleur ami, très inquiet, va braver la tempête de neige pour aller chez le capitaine pour vérifier, parce que même s'il ne croit pas aux tables tournantes, à la révélation des esprits, il a quand même un doute, donc il va voir son ami et évidemment il va le retrouver mort et la police va conclure que son meurtre a pu arriver aux alentours de 5h25, 5h30. Voilà, c'est la base du truc. Ce qui est peut-être aussi un petit peu décevant dans cette enquête, c'est que ce n'est ni Hercule Poirot, ni Miss Marple, je crois que c'est elle l'héroïne d'Agatha Christie, j'espère que je ne fais pas de confusion avec une autre auteure, je crois que c'est Miss Marple. Donc c'est aucun des deux détectives très célèbres de l'auteur qui entre en jeu ici, pas du tout, on les voit pas du tout. Table soit. Alors c'était un 01 quelque chose, quand vous répondez il n'y a rien au bout, ou alors on vous demande de rappeler parce que vous avez un colis qui vous attend, bref une arnaque qui téléphone soit sur les portables, soit sur les fixes. Bref, insupportable. Où est-ce que j'en étais? Je disais donc que les détectives dans ce roman-là ne sont pas les détectives célèbres d'Agatha Christie. C'est un enquêteur absolument inconnu. Et également, il va être aidé dans son enquête par une jeune fille qui se révèle être la fiancée du neveu de celui qui est tué. C'est un petit peu compliqué. Alors, celui qui a été tué a un neveu qui est suspecté du meurtre puisqu'il s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Et la fiancée de celui-ci, elle est persuadée que ce n'est pas lui qui a tué son oncle. Donc elle va mener son enquête, elle a beaucoup de charme, donc elle va pouvoir charmer un petit peu toutes les personnes qu'elle va rencontrer pour avoir des informations, et puis elle va mener son enquête, et elle va pas mal se débrouiller finalement. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu décevant quand on est habitué à suivre Hercule Poirot par exemple. Ça change un petit peu, mais c'est vrai que c'est moins savoureux. Ça reste un Agatha Christie, ça reste un court roman de 200 pages qui se lit en quelques heures, et duquel on tourne les pages très vite parce qu'on a envie de connaître la solution, même si on est un petit peu moins séduit par le dénouement, ça reste quand même un Agatha Christie, et les Agatha Christie, c'est toujours bon à prendre. J'ai ensuite enchaîné avec Les Neiges de l'Éternel de Claire Crust aux éditions Actu SF. Donc c'est un livre de la rentrée littéraire, il est sorti jeudi dernier, il me semble que nous étions le 20. Je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. J'en ai déjà fait la chronique sur le blog, d'ailleurs je vous invite à lire cet article-là qui sera beaucoup plus détaillé et beaucoup moins brouillon que ce que je vais vous raconter à mon avis. Alors Les Neiges de l'Éternel, ça se passe dans un Japon féodal imaginaire mais qui s'inspire très largement du Japon féodal qui a existé. On va suivre 5 personnages différents, notamment Yuki, l'héroïne, enfin on peut dire que c'est l'héroïne puisque on va se rendre compte que les quatre autres personnages tournent autour d'elle, ou en tout cas ont un lien très marqué avec elle, soit parce que c'est des liens de sang, un frère par exemple, soit parce que ce sont des personnages qui ont eu l'occasion de la rencontrer pendant sa vie. Donc Yuki c'est un petit peu le personnage principal, l'héroïne, et c'est elle qu'on découvre dans la première partie, puisqu'il y a 5 personnages, 5 parties, 5 mini-nouvelles, on pourrait dire. 5 nouvelles qui sont toutes liées les unes aux autres, qui s'entremêlent pour former un roman. Alors, Yuki, on la découvre dans la première nouvelle, dans la première partie, comme je vous le disais. On la découvre en fuite, en fait, elle s'enfuit du château. Est-ce qu'on dit ça déjà? Est-ce qu'on dit château en parlant du Japon féodal? Je ne sais plus. De la grande demeure de ses parents qui sont très riches puisqu'ils sont de la famille de l'empereur actuel. Elle s'enfuit parce que son frère aîné est aux portes de la mort, que son père n'est pas à la maison, il est parti je ne sais plus quoi faire, je pense en guerre, et que sa mère est complètement... C'est une loque, sa mère, elle voit son fils mourir et elle ne sait plus quoi faire, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Donc Yuki, elle décide, du haut de ses 14 ans je crois, de prendre les choses en main et de partir dans une montagne, dans un village pas très loin, pour chercher le meilleur guérisseur des environs.
Donc elle part, voilà, elle s'enfuit sans rien dire à personne. Elle fuit, elle va rencontrer plusieurs personnes sur son chemin, sur sa route. Elle va devoir s'affirmer, même si c'est une jeune fille qui a 14 ans, elle s'est passée pour un garçon, elle se coupe les cheveux d'ailleurs un peu comme Mulan. Et elle va finir par trouver la maison du guérisseur et le guérisseur, mais c'est une bien mauvaise surprise qui va l'attendre en haut de la montagne. Je vous en dis pas plus pour pas vous gâcher la surprise. Ce qui m'a surprise justement pendant ma lecture, c'est quand je suis passée à la deuxième nouvelle, moi je m'attendais à continuer à suivre Yuki, et en fait, on découvre un autre personnage complètement différent. Au début, on a même du mal à le situer. On se demande qui c'est, d'où il vient, quel est son rapport avec Yuki justement. Et puis au fil des pages, on va comprendre qui il est, quel est son rapport avec Yuki, pourquoi l'auteur nous en parle tout simplement. Et l'auteur va s'attarder sur lui, va s'attarder sur un instant T de sa vie, va nous faire un portrait de ce personnage-là. Et ça va être la même chose pour les personnages qui vont suivre, qui vont tous avoir un lien avec Yuki et qui vont nous expliquer petit à petit, qui vont nous donner des éléments de réponse, des clés pour un petit peu rassembler le puzzle, pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Yuki une fois qu'elle a trouvé le guérisseur, une fois que la fin de la première nouvelle s'est passée, qu'est-ce qui s'est passé justement, puisqu'on nous arrête un petit peu en plein milieu de l'action. Donc c'est à travers les autres personnages qu'on va comprendre ce qui est arrivé à Yuki et ce qui est arrivé à la famille, à sa famille, à cette famille noble qui tombe de plus en plus dans la déchéance, dans la ruine, un peu à cause d'une malédiction, on peut appeler ça comme ça, puisque toute la famille est malheureusement touchée par une maladie mortelle. Et donc on va voir un petit peu le déclin de cette famille à travers les personnages. Voilà, j'ai trouvé ça très très bien écrit, très grande sensibilité, notamment dans les portraits des personnages. Je me suis vraiment attachée à eux. Et cette narration un petit peu complètement cassée, pas du tout chronologique, pas du tout linéaire, m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça très intelligent et très prenant. Voilà, donc une très très belle lecture que je vous conseille. J'ai lu ce livre sur ma liseuse pendant mes vacances et ce midi j'ai eu le bonheur de le trouver dans ma boîte aux lettres. Donc je remercie Jérôme des Indés de l'Imaginaire qui me l'a envoyé et j'ai eu la surprise de trouver un deuxième exemplaire dans ma boîte aux lettres. Donc je pense qu'il s'agit d'une erreur. Je vais contacter l'éditeur pour savoir s'il serait possible de vous faire gagner le deuxième exemplaire, parce que même si j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai pas une bibliothèque extensible, un appartement extensible, donc je vais éviter d'avoir les livres en double dans ma bibliothèque, un exemplaire me suffit. Donc je vais voir si je peux essayer de vous le faire gagner. Vous avez peut-être pu entendre des bruits un peu bizarres, je m'en doutais, mes voisins de palier sont rentrés, sortent, je sais pas ce qu'ils foutent. Voilà, je pense qu'ils sont rentrés définitivement, mais en fait, je peux pas vous expliquer mon appartement, mais tout de suite là sur ma gauche, donc sur votre droite, je sais pas. Bref, à gauche, là pour moi, il y a juste ma porte d'entrée et en fait tout ce qui se passe sur le palier, j'entends tout, je peux suivre les conversations quand des gens parlent sur le palier et je pense que c'est la même chose quand moi je parle, je pense que quand on est sur le palier, on peut entendre tout ce qui se passe dans mon appartement. Voilà, donc j'espère que ce sera pas trop dérangeant sur la vidéo. Je reprends donc, après cette petite parenthèse de voisinage. En ce moment, je suis en train de lire, en compagnie de Cali du Kaléidoscope, Mansfield Park de Jane Austen. Donc c'est le dernier roman majeur de l'auteur qu'il me restait à lire, puisque j'ai lu les 5 autres. Il y en a 6 en tout et j'ai lu les 5 autres. C'était le dernier, c'est aussi le plus gros, et c'est généralement celui qui est le moins aimé de la part des Janéites, de celles qui aiment beaucoup, celles et ceux qui aiment beaucoup Jane Austen. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal avancé, j'en suis là. Voilà, il me reste juste ça. J'ai oublié de vous dire que c'était dans une petite collection très sympathique qui s'appelle la Bibliothèque du Collectionneur. J'ai quelques titres dans cette collection-là. Ce sont des tout petits livres. La tranche est dorée, ce qui est super joli. Ah oui, un petit rappel, parce que je le vois souvent en vidéo. Ça s'appelle le dos. C'est ce qu'on voit dans la bibliothèque. La tranche, c'est les pages. Voilà. Parce que généralement, les gens disent la tranche est jolie. Mais non, la tranche, c'est ça. Donc là, oui, elle est jolie. Mais généralement, elle est blanche et elle a absolument rien de particulier. C'est le dos qui est joli dans une bibliothèque, généralement. Voilà, petit aparté.
Ça ressemble un petit peu à la collection de la Pléiade, dans les pages qui sont papier Bible, c'est écrit assez petit. En fait, pour tout vous avouer, je lis le livre sur ma liseuse. J'ai trouvé l'e-book qui a été recopié, je sais pas trop comment, il y a pas mal de fautes et la traduction n'est pas celle de ce livre-là. La traduction est un peu maladroite d'ailleurs des fois, donc je vais voir dans le livre pour vérifier certaines tournures de phrases et pour comprendre certaines phrases qui me semblent un petit peu obscures. Bref, mais je lis sur ma liseuse. En même temps, ça m'évite d'abîmer le livre là, qui est joli, mais ces petites pages toutes fines et tout, ça, c'est pas hyper agréable à lire, je trouve. Donc je lis sur ma liseuse, qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus pratique à tenir dans mon lit le soir. Alors, Mansfield Park, c'est un petit peu le mal-aimé des romans majeurs de Jane Austen, comme je vous le disais. Pourquoi? Parce qu'apparemment l'héroïne déplaît. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de descriptions, mine de rien, dans cette histoire. Voilà, les voisins entrent et sortent. Je ne sais pas ce qu'ils font sur le palier. Je crois que c'est les enfants qui jouent. Alors, est-ce que je vais y arriver? En fait, Mansfield Park a un sous-titre, enfin, ou un autre titre, c'est Mansfield Park ou Les Trois Cousines. Alors, pourquoi Les Trois Cousines? On comprend assez bien en fait en lisant le livre. On va suivre l'histoire de Fanny, qui est l'héroïne, qui a deux cousines chez lesquelles elle va aller vivre. Parce que, alors attendez, que je vous explique depuis le début. Au départ, c'est trois sœurs, dont une qui se fâche avec les deux autres et qui se retrouve dans une situation financière assez médiocre, alors que les deux autres, au contraire, se marient et entrent dans un cercle très élevé. Fanny est la petite fille de la sœur qui s'est disputée avec les deux autres et qui va vivre et qui va naître dans une famille modeste. Les deux sœurs de départ, qui se sont bien mariées, qui se sont bien installées, vont avoir envie de prendre sous leur aile leur nièce pour l'élever. En fait, en gros, c'est pour se sentir bien, pour avoir bonne conscience. Elles se disent qu'elles vont prendre sous leur aile une nièce pour en faire une fille bien, pour aider un petit peu leur sœur financièrement. Mais en gros, c'est pour elles qu'elles le font, hein. Ça les fait se sentir bien. Donc Fanny va se retrouver, va devoir déménager à 10 ans, va devoir changer de famille et va devoir vivre avec ses deux tantes. Alors il y en a une, Madame Norris, qui est absolument horrible, hypocrite, cruelle, une horreur. Mais en même temps, c'est tellement bien décrit par Jane Austen de façon ironique que ça fait rire. Mais c'est vraiment une garce, hein. C'est vraiment une connasse cette tante. La deuxième tante, c'est Lady Bertram. Alors elle est pas méchante, mais c'est une femme indolente. Je l'imagine allongée sur le canapé, la main comme ça, constamment, à penser à elle, à sa broderie, voilà. Et à souffler, à faire « Oh, cher ami !» Voilà. Sinon, elle sert à rien. Et elle sait même pas prendre une décision sans son mari, donc sœur Thomas Bertram. Même pour jouer à un jeu pendant une soirée, elle va demander à son mari: est-ce que je vais préférer jouer aux cartes ou jouer au... Voilà, elle sert à rien. Donc Lady Bertram et son mari ont 4 enfants, 2 fils. Je ne me souviens plus du nom du premier, de l'aîné, qui est pas très sympa. Et le deuxième, Edmond, qui va devenir le confident de la petite Fanny. Et ils ont également 2 filles qui s'appellent Maria et Julia, 2 petites pestes qui ont quelques années de plus que Fanny. Donc voilà, Fanny à 10 ans se retrouve dans cette famille et se sent bien seule. Et on la fait bien sentir seule puisque la plupart de ses cousins, cousines et son oncle et sa tante sont assez hautains, la remettent bien à sa place, lui font sentir qu'elle est inférieure, qu'elle n'a pas de bonne manière, qu'elle s'habille mal, qu'elle n'a pas eu l'éducation qu'il fallait. Bref, la pauvre petite Fanny, elle va grandir en se sentant moins bien que les autres. Et malheureusement, elle va garder ce sentiment, ce qui va la rendre assez timide, assez réservée. On va notamment la suivre plus longuement lorsqu'elle a 18 ans, lorsque un frère et une sœur vont entrer dans la société des Bertram
Ce sont le frère et la sœur Crawford, Henry Crawford l'aîné et sa sœur qui s'appelle Miss Crawford, Marie je crois, Marie Crawford. C'est vrai qu'on l'appelle plus souvent Miss Crawford, donc je me souviens plus du prénom, c'est Marie je crois. Et en fait ce frère et cette sœur vont un petit peu changer les habitudes de cette société réduite en entrant dans ce petit cercle. Ils vont un petit peu tout chambouler, et surtout Fanny. En gros, c'est les bases de l'histoire. Et Jane Austen, comme d'habitude, nous sert un portrait savoureux de ces personnages qui évoluent dans la bonne société anglaise de l'époque Régence, donc début 19e. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Enfin, pour l'instant, j'ai quand même eu les trois quarts, donc a priori, il y a quand même peu de chances que j'aime pas le dernier quart. Mais malgré tout, niveau intrigue, même si j'aime ce que je lis, même si c'est très fluide, même si c'est très agréable à lire, j'aime toujours autant les portraits de personnages, beaucoup d'ironie, notamment dans la première partie avec les deux cousines, les deux sœurs Maria et Julia, qui sont assez horribles. Elles s'en prennent pas mal pour leur grade, donc ça c'est très drôle. Malheureusement, quand elles partent, on se retrouve avec moins d'ironie, puisque Fanny se retrouve face à une situation amoureuse un peu compliquée, j'en suis un petit peu dans ce coin-là. Et c'est presque un peu longué. Je suis assez surprise de dire ça de Jane Austen, mais ça me manque, ces portraits savoureux. Là, ça devient trop sérieux. On n'est pas non plus dans une comédie tragique, mais les états d'âme et les histoires d'amour, moi j'aime bien quand il y a un petit peu d'ironie derrière, et là ça manque un petit peu. Ce qui me chagrine, le mot est un peu fort, mais ce qui me manque plutôt, c'est les intrigues entremêlées. Par exemple, dans Emma, il y avait quand même un certain petit suspense, quelques mystères, et la première fois qu'on le lit, on peut quand même se demander comment tout ça va finir avec qui va se marier avec qui. Il y a quand même une espèce... un petit suspense. Alors, c'est pas un polar, c'est pas un thriller, mais voilà. Là, pour le coup, ça reste très linéaire. Alors, je vais pas dire que je m'ennuie, ce qui n'est pas le cas, puisque la plume de Jane Austen sauve tout et ces personnages restent très agréables. Mais quand même, ça manque un peu de punch, un peu de suspense, un peu d'action, si on peut parler d'action dans les romans de Jane Austen. Mais la société est trop restreinte, ça se passe tout au même endroit. Voilà. Après, j'attends de voir, il me reste une centaine de pages, il y aura peut-être un énorme retournement de situation qui me fera complètement changer d'avis et qui me dira waouh, c'était super bien pensé et finalement ce roman de Jane Austen c'est le meilleur qu'elle a pu écrire. À voir. A priori, il va pas détrôner Orgueil et Préjugés ou Persuasion ou même Emma dans mon cœur, mais ça reste quand même du Jane Austen, donc c'est toujours super agréable et je suis vraiment contente de le lire en lecture commune et de le découvrir enfin. C'était le dernier roman majeur à lire. En parallèle, j'ai commencé le troisième tome des Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain aux éditions Rebelle. Troisième tome qui s'appelle Accomplissement. Là encore, je le lis sur ma liseuse, je l'ai commencé chez mes parents, je l'ai en e-book, donc c'est bien pratique. Et puis je dois avouer que cette couverture des éditions Rebelle est quand même pas géniale, je préfère largement la réédition chez France Loisirs. Malheureusement, j'ai commencé la collection chez Rebelle, donc je vais pas couper en prenant les tomes chez France Loisirs. Mais si vous voulez commencer cette collection, je vous invite quand même à jeter un œil aux couvertures chez France Loisirs, si l'objet livre vous intéresse évidemment. Après, ce qui compte, c'est le texte comme d'habitude. Donc troisième tome, je vais très certainement spoiler. Si vous n'avez pas lu les deux précédents, n'écoutez pas, puisque là je vais vous faire une révélation énorme sur ce qui se passe à la fin du deuxième. J'avais adoré le tout premier, ça se passe en Écosse, j'avais adoré l'héroïne qui s'appelle Anna. Le deuxième, j'avais bien aimé, j'avais même passé un très bon moment, mais ça n'avait pas été un coup de cœur. Il m'avait manqué peut-être les paysages d'Écosse qui étaient très présents dans le premier. Là, dans le deuxième, on passait beaucoup de temps à Édimbourg et ça m'avait un petit peu manqué. On retrouvait plus le côté intrigue au sein de l'université, entre des étudiants, et le cadre m'avait moins plu. Là, ce troisième tome fait directement suite au deuxième. Alors, à la fin du deuxième, attention spoiler, Anna, malheureusement, se fait mordre par un ange noir, autrement dit un vampire, et devient un vampire elle-même.
aux grandes dames de Leith, son petit ami loup-garou. Donc évidemment, au début de ce troisième tome, la transformation est complètement effective et la pauvre Anna, elle se retrouve bien seule puisque Leith l'a laissé tomber. D'ailleurs, je dis Leith, mais je pense que c'est Leith. L-E-I-T-H. Vous le prononcez comme vous voulez, vous pouvez même dire Leith. À la française, très joli. Donc oui, il l'a laissé tomber puisque lui c'est un loup-garou et évidemment le loup-garou et vampire sont ennemis ancestraux, ne peuvent pas s'encadrer, donc forcément il peut pas y avoir d'histoire d'amour entre eux. Heureusement, elle est soutenue et prise en main par Darius qui lui est un vampire plusieurs fois centenaire, je ne sais plus exactement, et qui va vraiment la soutenir, va vraiment l'aider dans cette transformation. Alors je n'ai lu que 60 pages pour le moment, il me semble, à peine je crois, donc je peux très peu vous parler de l'intrigue. Pour le moment, on a retrouvé Anna qui doit se faire à sa nouvelle condition et qui suit un entraînement entre guillemets auprès de Darius pour apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs. C'est tout ce que j'ai vu pour le moment et je ne sais pas du tout ce qui m'attend par la suite. Pour le moment, il est un petit peu en pause parce qu'on avance pas mal sur Mansfield Park, donc je pense que je vais terminer la centaine de pages de Mansfield Park avant de continuer ce troisième tome des Étoiles de North Edge. J'espère l'avoir quand même terminé la prochaine fois que je tournerai une vidéo. Il faut espérer. Voilà, j'espère que ce point lecture vous aura intéressé. Comme d'habitude, il est assez long, mais je ne sais pas parler en 1 minute de chaque livre et je trouve ça sans intérêt de juste dire j'ai aimé, j'ai pas aimé. À mon avis, c'est plus intéressant de développer, même si je le fais beaucoup trop, peut-être, même si je fais pas mal de digressions, ça c'est même pas, je pense, c'est sûr. La preuve. J'espère que vous n'aurez pas trop été gênés par les bruits annexes. Je ne sais pas, quand j'aurai l'occasion de vous faire une autre vidéo, je vais essayer ce week-end pour vous faire un book haul qui contiendra au moins 8 livres, au moins, et j'en attends d'autres. Je ne sais pas s'ils seront arrivés d'ici ce week-end. En tout cas, j'ai au moins 8 livres à vous présenter et ça sera très certainement la future vidéo. En attendant, je vous invite à voir celle que j'ai postée samedi soir puisque j'ai besoin de vous. Dans cette vidéo qui s'appelle Wild Pal, je me suis inspirée très largement d'une vidéo de Lani Labooks qui a mis en place un nouveau rendez-vous qui s'appelle Wild Pal et qui a pour but de choisir ses futures lectures et de se lancer un petit défi. Donc j'ai sélectionné plusieurs titres, j'ai fait 4 listes et j'ai besoin de vous pour choisir dans ces listes. Je vous invite à aller voir la vidéo ou l'article qui correspond puisque j'ai aussi publié sur le blog. Il y a un petit formulaire à remplir, ça serait très sympa de le faire, ça vous prend que quelques secondes, minutes maximum. En tout cas, ça pourra m'être d'une grande aide et j'espère vraiment pouvoir relever le défi et avoir lu les 6 livres que vous m'aurez choisis d'ici le 31 octobre. Je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne rentrée et de très belles lectures et je vous dis à